Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club et ça fait 1 mois et demi que l'on ne s'est pas vu. Oui. Notre dernière vidéo c'était le 2 avril. Oui. Et donc on est revenu, on est là pour vous refaire un On y a joué. Vous avez vu d'autres vidéos, il y en avait qu'une, je crois que c'était ta fameuse tier list. Bah oui. Ta fameuse tier list qui revient le mois prochain, j'espère. Bah toujours, oui, mais quand il y a 2 tier lists d'affilée, on se dit ah, ça veut dire qu'on n'a pas fait de vidéo entre les deux, quoi. Donc on va se venger aujourd'hui Oui. avec Ayar, San, Yami et le petit théâtre. Et on a dit qu'on commençait avec Ayar, que je vais montrer. Wow. Ayar, les enfants du soleil. Très belle boîte, j'aime beaucoup, illustrée par Yann O'Toole et bref, je sais pas. Conceptualisé par Yann Oui, parce O'Toole aussi. qu'on dit qu'il fait les illustrations, mais ce qu'on aime, c'est quand il arrive à nous faire une iconographie. Ouais. Et donc là, c'est le 3e jeu d'une trilogie de Fabio Lopiano et Mandela Fernandez Grandon, mais c'est le 3e jeu. On avait eu Merv, on avait eu Sankoré, et maintenant on a Ayar. Les boîtes sont toutes dans la même teinte, verte, jaune, rouge, et en vrai assez plaisante. Et j'avais pas les 2 précédents, et pourtant, j'ai décidé de me procurer le 3e. Avis à ce collectionneur, ça ne surtout pas faire. C'est un jeu expert de cette année. Moi, il y avait beaucoup d'attentes dans le jeu d'expert. On sait que c'est difficile les jeux experts en ce moment. Alors, c'est pas expert, on le dit tout de suite. C'est abordable même, et j'ai hâte de le faire jouer à n'importe qui. Waouh. J'ai hâte de le faire jouer à des gens qui jouent un peu moins. C'est quand même un jeu de gestion, chacun va jouer, gérer son plateau, mais moi ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas de ressources, en tout cas elles sont cachées, mais en tout cas on manipule pas des ressources. Juste à mon tour de jeu, je vais poser une maison, je vais faire une action, et je vais avoir le bénéfice de mon action, et ça va être au jour suivant. C'est un peu ça l'idée du jeu, quoi. Pour rentrer plus dans les détails, il y a 4 axes du jeu. Donc thématiquement, on est au Pérou, on avait dit. On avait dit au Pérou. À Teotihuacan, au bord du lac Titicaca, et on fait 4 activités différentes. On fait de l'agriculture, de la navigation, et on construit des petites constructions en radeau. On fait de la poterie et de la tapisserie, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc à chaque fois que je pose ma maison, en fait, je vais désigner quelle action je fais. Mais au début, elles sont plus, non, même pas. En fait, pendant toute la partie, elles ne sont pas forcément toutes disponibles. Donc ça va dépendre des actions disponibles, et ça va dépendre aussi de quel bonhomme je décide, quel Ayar je décide d'activer ce tour-ci. Parce que les Ayars, c'est 4 petits personnages qui vont migrer pour aller trouver la terre promise. Et en fait, on va poser des maisons derrière eux pour faire les actions. Et au fur et à mesure de la partie, ils vont s'en aller. Donc c'est ça qui a fait grand bruit quand il était présenté à Essen. C'était, ah oui, on a de moins en moins d'actions. On a 5 actions, puis 4, puis 3 actions, puis 2 actions à la dernière manche. Et à la dernière manche, il faut qu'en 2 actions, je finisse le jeu, quoi. Et après, ce qui est intéressant, c'est que c'est les joueurs qui vont faire l'interaction principale du jeu. Qui font le jeu, moi je dirais. Qui font le jeu. Et qui font plus ou moins le scoring, qui font déclencher les scorings intermédiaires. Et vu qu'en fait, les Ayars partent au fil du temps, en fait, on va dire au revoir à certains scorings potentiels. En fait, au début, on a tous les scorings potentiels, mais au fur et à mesure, en fait, on va se resserrer sur certains scorings. Et c'est les joueurs qui décident, en fait, qui avance le plus vite. Celui qui est le plus en retard, il va s'en aller, et en s'en allant, il va dire au revoir à certains scorings. Donc oui, c'est les joueurs qui font le jeu, mais de manière indirecte. Mais moi, je trouve que ça m'a fait penser un peu à un truc de pari de course de chevaux. Ah ouais. T'es là, je vais miser sur ce cheval-là, j'espère qu'il gagnera au bout. Parce que plus tu mises sur un Ayar, mieux c'est aussi pour avoir des scorings et des points importants à la fin de la partie. Et donc, tu as envie de miser sur le bon Ayar qui va passer par le bon chemin pour faire les actions que toi, tu es en train de maximiser les points des actions que tu es en train de faire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un côté course de cheval. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce petit feeling-là. Ouais. Vous l'avez compris, c'est un peu dur à expliquer, mais voilà, ce qu'on ressort, c'est vraiment que c'est les joueurs qui font l'interaction, le scoring, et il y a aussi ce truc-là pour moi, c'est un jeu à 4. Honnêtement, ça tourne bien à 3 et ça tourne à 2, mais c'est vraiment à 4 que j'y trouve la saveur, parce que c'est aussi ce genre de jeu où en fait on va s'allier temporairement avec quelqu'un. Ah, lui il fait du tissu, de la tapisserie, et ben je vais essayer de faire de la tapisserie aussi, parce que comme ça on va déclencher le scoring, et les autres ils vont pas gagner beaucoup de points en tapisserie,
poterie, nous on gagnera des points. Mais en même temps, du coup, pour me départager, il faut que je fasse autre chose avec quelqu'un d'autre peut-être. Ah, je vais faire de la poterie, je vais en profiter parce que je vois que quelqu'un fait de la poterie. Ou inversement, ah là là, ils sont déjà 2 à faire ça. Je vais pas me lancer là-dedans. Je vais peut-être essayer de leur casser leur scoring, voilà. Ou au contraire, ne pas avancer leur aïllard pour pas que leur scoring avance, parce que c'est ça qui est aussi intéressant. Voilà, donc c'est ça tout le sel du jeu. Et en ça, en fait, il est assez, une fois qu'on a passé les règles, il est assez simple à jouer. Et derrière, c'est toute la réflexion, les dilemmes. L'opportunisme. C'est un grand jeu d'opportuniste et d'opportunisme. Et je trouve que moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu sans surcouche. Moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment et presque un côté fin du design de jeux de société, presque un peu à l'ancienne. Il y a un côté vraiment un peu à l'ancienne, mais que j'aime bien. Et tout en menant une réflexion, il faut faire vraiment attention. On peut se retrouver à un moment où on peut pas faire l'action qu'on veut, parce que toutes les actions, le haillard qu'on a, il nous permet pas de faire cette action-là parce que tout le monde les a pris ces actions derrière lui. Donc il y a vraiment cette réflexion à faire, et c'est assez passionnant, je trouve. Et moi, ce que tu dis, pour moi, c'est ce que cherche Fabio Lopiano dans ce qu'on voit des jeux qui sortent, en passant par Trairing Circus et en passant par la trilogie d'avant. On ressent vraiment quelque chose d'aller à l'essentiel, d'essayer de ce jeu très interactif, avec un petit côté à l'ancienne, où on va se bagarrer sur un plateau. Et en tout cas, chaque action va priver quelqu'un d'autre d'une autre action, quoi. Et alors là, c'est un nombre de manches. Souvent, dans ces jeux, ça se termine brutalement, ce qui fait aussi la saveur. Là, vous inquiétez pas, même avec un nombre de manches prédéfini, ça se termine toujours un peu trop tôt. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, c'est 100%. J'aime beaucoup ce jeu. Ouais. Du coup, les notes peut-être. Moi, je vais noter tout de suite. C'est dur, hein, mais en fait, je pense que c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année pour l'instant. Donc, je mettrais 5. Parce que je vois pas un moment où je refuserais d'y jouer, quoi. C'est tellement passionnant et moi en plus il y a plein d'éléments qui font que normalement ça devrait pas être mon type de jeu, mais là j'ai vraiment un plaisir. Il y a aussi un côté amélioration parce qu'on a un plateau personnel, donc on va pouvoir améliorer ses actions, de faire des actions de plus en plus puissantes, et c'est ça qu'on aime dans les jeux de société. Encore une fois, je le dis à chaque vidéo, c'est ça que j'aime moi personnellement, et la montée en puissance et tout ça. Et vraiment cette interaction, elle est pas non plus ultra négative. Ça non plus, j'aime pas dans les jeux quand c'est trop négatif. Il y a de l'interaction, elle est pas positive, mais elle est pas non plus ultra négative. Donc ça, moi j'aime bien aussi que ça soit comme ça. Donc voilà, pour ça, c'est un jeu que j'ai envie d'y revenir. Donc pour ça, 5. J'ai hésité, mais je vais rester sur un 4, un peu plus mitigé, parce que pour moi, c'est vraiment un jeu qu'il faut sortir à 4, surtout une fois qu'on le connaît. Ça se découvre très bien à 2 et à 3, mais je trouve que pour vraiment avoir toutes les sensations, il faut jouer à 4. Par contre, effectivement, ça peut rentrer en 1h30 facilement, parce que c'est un jeu quand même hyper dynamique. Et une fois qu'on a tous les tenants et aboutissants, il n'y a pas non plus 1000 réflexions. Et j'en viens à un dernier truc, c'est du coup la rejouabilité. Un peu des doutes sur la rejouabilité. Je sais plus combien j'en ai fait. Sachant que j'ai fait aussi des solos, mais on se retrouve quand même à faire la même chose, à cause de ce côté un peu essentialisé. Du coup, au bout d'un moment, on fait la même chose, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, il faut y jouer à 4 dans le sens où c'est là où tu vas avoir le renouvellement des sensations. Du coup, je suis sur un 4 en notes. On verra à la fin de l'année. De toute façon, tu sais que moi, je change mes notes tous les mois. C'est vrai. Et on va passer à San de Martin Montergnol et Jules Messot. J'espère que j'ai bien prononcé. San de chez Blue Cocker. C'est un jeu de deck building avec 3 conditions de victoire à 2 joueurs, dans lequel, globalement, on va essayer de monter des jauges grâce à nos cartes que l'on va jouer. Et on va faire un jeu de deck building. Il y a rien d'exceptionnel dans ce jeu. À part... C'est plus facile à expliquer. C'est plus facile à expliquer. C'est vraiment... Si vous savez jouer au deck building, vous savez déjà jouer globalement à San. Et il faut juste savoir qu'il y a un petit côté catala. Je vais déjà un peu dans mes critiques. Mais globalement, le jeu, ça va être vraiment à son tour. Je vais pouvoir jouer... Contrairement à d'autres deck building où on joue toutes ces cartes en main, là, je vais jouer juste une couleur. Et donc là, on voit déjà 3 types de couleurs différentes. Et il y a une 4e qui est le gris,
qui va permettre de compléter nos couleurs. Donc si je veux jouer bleu, je peux aussi ajouter des cartes grises qui vont me permettre soit d'améliorer ma couleur bleue dans les actions bleues, soit au contraire va me permettre de faire autre chose. Et donc ça, c'est vachement pratique aussi parce que ça nous permet de faire un peu de tout. Parce que globalement, c'est un duel. Il y a un côté où on va essayer d'avancer des jauges, etc. C'est pas vraiment des jauges, mais on avance des trucs comme ça. Et donc, on va essayer de bloquer l'autre. On va essayer... Donc, il y a vraiment un côté duel assez important dans ce jeu-là. Oui. Et c'est un jeu à deux, hein, donc s'il n'y avait pas de côté duel dans un jeu à deux, ça serait un mauvais jeu à deux. Et donc là, c'est assez intéressant et ça peut être très tendu de devoir faire son deck building, donc choisir les bonnes cartes au bon moment pour une condition de victoire, mais il faut faire attention parce que si on laisse pour l'autre condition de victoire, l'autre joueur jouer toutes ses cartes rouges, imaginons que moi je joue que des cartes bleues, bah, très vite ça va se finir sur celui qui a fini son deck building le plus rapidement possible, et c'est ennuyant si on joue comme ça. Oui. Par contre, si on joue sur tous les côtés, là ça peut devenir vraiment intéressant de savoir bloquer l'autre, de savoir faire qu'on va prendre la bonne carte au bon moment, et là le jeu prend pour moi toute sa saveur, et en fait, moi, alors, je suis un grand fan de deck building. J'adore les deck building. Hound's End, pour en citer que lui, parce qu'en fait, Hound's End, c'est mon préféré. Malgré, voilà. Et ça, moi, j'aime bien ce côté deck building à deux joueurs. J'ai pris du plaisir en duel. Et avec, pour moi, ce petit côté Bruno Catala à cause des 3 conditions de victoire. Un truc que l'on voit dans des Catala, mais là... avec un jeu de cartes où on va devoir faire avancer des trucs. Et moi, voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est un peu ce petit mélange. C'est pas le jeu de la décennie, c'est sûrement même pas le jeu de l'année, mais pour un petit truc que j'en attendais rien du tout, je connaissais même pas ce jeu. Oui. C'est lui. Oui, parce que tu l'as trouvé où ce jeu, Thierry? Oui, donc je ne sais même pas quand il sort d'ailleurs. C'est très mal notre travail parce que... je l'ai eu à l'Alchimie du jeu à Toulouse et il était en avant-première. Donc en fait là, on parle en avant-première. C'est fou. Voilà. Bah oui, moi je suis passé par les phases que tu dis. Déjà, j'ai fait une partie des débutants où on te dit de recompléter ta main à 7 cartes et j'ai trouvé ça très explosif. Donc je me suis dit, bon, on va faire maintenant les vraies règles où on complète seulement à 6 cartes. C'est déjà bien et c'est déjà suffisamment explosif à la fin. Parce qu'en fait, tu as des effets de cartes qui te refont piocher, etc. Donc même si tu joues qu'une seule couleur, tu peux t'en sortir à jouer quand même pas mal de cartes en un seul tour. Je suis passé aussi par la phase où je me suis dit, bah oui, en fait, je fais combo bleu contre combo rouge. Bon, bah, c'est pas intéressant, sachant que moi, je suis pas un grand fan des deck building. Donc, un deck building où chacun joue de manière unilatérale. Non. Bah, toi, tu prends les rouges, moi, je prends les bleus, et puis les jaunes, on se neutralise un peu, bah, ça m'intéresse pas. Effectivement, bah, après, quand chacun a une connaissance du jeu, ou même quand chacun essaie de chercher ces petites choses-là, bah, ça s'équilibre un peu tout seul. Et ça devient un peu plus intéressant. Ouais, c'est pas comme un Star Realms ou un Hero Realms que je trouve que justement tu choisis une couleur et tu fais la couleur et tu t'achètes que les mêmes cartes et tout. Là, moi je trouve que si on fait attention à l'autre joueur, on a tendance quand même à ne pas faire que la même couleur. Bah, sauf que ça m'est arrivé à ma dernière étape, là où j'en suis, c'est qu'en fait on a fini sur une partie où la partie s'arrête brutalement parce qu'on a épuisé le deck. Ouais. Et du coup, au lieu que ce soit une victoire immédiate, on compare qui est le plus avancé dans comme il y a 3 conditions, bah, qui a 2 conditions plus avancées, quoi. Et donc là, bah, c'est assez déceptif quand même. C'est vrai qu'on a fini la partie, on était là, bon, bah, c'est quand même décevant de gagner comme ça ou de perdre comme ça. On aurait envie d'aller au bout, peut-être qu'on pourrait avoir le droit d'aller au bout, on peut très bien... Enfin, je sais pas comment on pourrait faire. Non, mais c'est vrai qu'en fait, mécaniquement, quand il n'y a plus de cartes, bah, on peut plus avancer, on peut plus jouer, quoi. Donc moi, j'en suis là un peu du jeu où je me suis dit, bah, c'est dommage, parce que si les 2 joueurs cherchent à se neutraliser, bah, est-ce que ça finit pas sur ce petit truc, alors que qu'on aime souvent enfin moi ce que j'aime dans les jeux de duel, même on a beaucoup parlé de Zénith l'année dernière, c'est la victoire immédiate. C'est le moment où tu dis et bam, et ça y est, j'ai poussé ma jauge à fond, j'ai gagné le tir à la corde ou peu importe, mais ouais, on est totalement pas au même niveau des bons jeux à 2. On est loin de là. Mais il y a un côté, moi ce que j'aime bien, c'est que il y a un côté vraiment le côté explosif, comme tu as dit, on peut avoir jusqu'à 8 cartes et en plus après on peut en plus jouer une carte qui nous permet de piocher des cartes, qui nous permet de jouer des cartes, et on peut avoir joué une dizaine de cartes
dans un seul tour, même plus. Et ça, c'est vraiment le côté explosif et le côté rigolo. C'est presque juste un petit bonbon que tu manges, tu sais, et ça joue vite. Ça joue vite, c'est rigolo. Tu fais une petite, voilà, tu fais 1, 2. En plus, moi, je trouve que c'est un jeu où tu peux faire 1, 2, 3 parties comme ça. Après, il manque ce qui manque à beaucoup de jeux, la profondeur de jeu. Non, après, c'est comme, je pense aussi beaucoup deck building, je suis pas du tout spécialiste, mais je pense que ça trouve son intérêt dans la petite phase où tu vas vraiment builder au début, quoi. Là, vraiment, je trouve mon intérêt vraiment au début. Parce que comme on peut jouer qu'une seule couleur et qu'il y a 3 couleurs et on commence le deck avec 3 couleurs, bah même si tu veux partir sur une stratégie un peu plus bleue, bah à un moment donné tu seras quand même obligé de jouer tes cartes jaunes ou tes cartes rouges parce qu'elles sont dans ta main, elles te bloquent ta main, donc tu seras obligé d'y jouer. Et ça, je trouve ça marrant, le petit moment où tu es obligé quand même de jouer un peu les 3 axes au début. Où le jeu te force un peu, il y a un peu ce petit truc où tu te fais un peu manipuler par le jeu, quoi. En fait, le jeu te force à faire un peu de tout avant que vraiment tu décides de passer la seconde sur une couleur. Donc, et ce petit moment où tu deck build, où tu dis attends, tu analyses un peu la rivière, tu analyses un peu ce que... Là, je trouve ça vraiment intéressant, ce petit moment-là. Et après, ça joue vite, mais après, tu vas plus facilement dépiler juste des cartes et voilà. Enfin... Ouais, surtout que l'analyse de rivière est intéressante parce qu'elle permet aussi de bloquer l'autre. Ça, c'est vraiment intéressant. D'acheter des cartes faibles, justement, parce que tu sais que l'autre, comme ça, il va être bloqué parce qu'on peut avancer. Il va être bloqué avec des cartes hyper chères et donc tu as envie de lui laisser les cartes hyper chères. Surtout que c'est marrant, il nous laisse voir la pioche. La première carte de la pioche, on la voit, donc on sait quelle carte va remplacer l'autre. Donc ça, c'est assez bien joué, je trouve, mécaniquement. Il y a une autre anecdote sur ce même point, c'est que par exemple, j'étais bloqué pour avancer. La stratégie bleue consiste à justement utiliser les cartes de la rivière pour avancer. Donc j'étais bloqué par les cartes, mais en même temps, si je voulais renouveler la rivière, il fallait que j'achète des cartes rouges. Et donc du coup, j'avais pas envie. Donc je trouve qu'il y a vraiment des petits trucs comme ça qui surgissent du jeu, qui sont vraiment passionnants, mais un peu localement pour moi. Mais vraiment sur le moment, je me dis, c'est intéressant parce que si je l'achète pour me libérer, ça va me pourrir mon deck. Donc voilà, ce genre de réflexion, si vous aimez, en tout cas, vous pouvez foncer sur San. Pour moi, ça va... En fait, c'est un 3. C'est un 3 parce qu'en fait, c'est fun à jouer. Et là où j'en suis actuellement, oui, c'est un 3 parce que pour le coup, pour un jeu à 2, moi qui achète beaucoup de jeux à 2, celui-là, pour le coup, j'ai vraiment pu y jouer plusieurs fois. Bah, ça sera la même note. Même si j'ai l'air beaucoup plus excité, c'est le côté bonbon acidulé, mais petit bonbon. Parce que vraiment, je passe un bon moment, j'ai aimé y jouer. Donc voilà, un 3. Ouais, en même temps, San, ça veut dire 3 en japonais. C'est vrai. Donc, c'est fou. Un 3, quoi. On passe à 2 jeux pour finir. 2 jeux qu'on a déjà discuté à Cannes et on va faire un petit update sur ces jeux-là. On commence avec Yami. Yami, c'était ce fameux jeu de pose de tuiles, mais la pose de tuiles est déclenchée par un jeu de plis. Donc, c'est coopératif. On est dans un univers très japonais pour le coup. On est des petits personnages, notre monde est envahi de lianes. On doit entourer les lianes en posant des tuiles. Et chaque tuile est reliée à une carte. C'est une carte unique. Chaque tuile est unique et chaque carte est unique. Et on fait un jeu de pli avec, coopératif. Donc là, on retouche à des jeux comme The Crew, par exemple, ou encore Le Seigneur des Anneaux récemment, en jeu de pli coopératif. Et cette fois-ci, le but, c'est que le vainqueur, il pose sa tuile. Donc il faut que le vainqueur gagne avec la bonne carte qui va bien sur le plateau. Alors... beaucoup de choses à dire et en même temps. C'est c'est 3 auteurs japonais et un auteur français, Anthony Perron. La petite anecdote que j'avais recueillie à Cannes, c'est justement il y a eu un gros travail pour adapter le jeu. Avant, c'était une sorte de tir sur des poulets. La couve avait rien à voir, vous pouvez la regarder. C'était pas le même nom, etc. Bon là, effectivement, on est dans un univers très plaisant. C'est chez Musoka, qui est une maison d'édition que j'ai envie de soutenir en vrai, parce que ça m'intéresse un peu ce qu'ils font. Ils avaient fait aussi Room Share, qui était assez intriguant. Bref, à Cannes, on a fait 3 parties. Parce qu'on avait fait du coup le premier scénario. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une sorte de jeu évolutif en 22 scénarios. 22 scénarios jour
que tu peux même transformer en plus difficile, parce que tu peux faire aussi des scénarios version nuit. Donc en fait, tu as presque 44 scénarios, si je voulais extrapoler. Et c'est un jeu qui se vend un peu en monde ouvert, comme un jeu vidéo. Au lieu de faire les missions dans l'ordre, comme si je jouais à Bombbusters, ou à The Crew, je vais faire les missions que je veux dans l'ordre que je veux. Mais attention, parce que plus je prends du temps, du coup, il y a une mécanique, il y a une feuille de jeu et tout ça, de campagne, parce que c'est une campagne, du coup. Plus je prends du temps à faire des niveaux, plus je vais avoir des contraintes qui vont me venir. Et par contre, je vais pouvoir débloquer des bonus en allant sélectionner les bons niveaux. Voilà. Donc en fait, c'est un jeu entre essayer d'aller vite et en même temps de pas trop se louper et en même temps de pas aller trop vite non plus parce que sinon tu te fais rouler dessus par le jeu parce que t'as pas encore débloqué les bons bonus. Voilà, c'est comme ça que le jeu est packagé. Mais dans la réalité, c'est quoi? Dans la réalité, c'est ça. Mais en fait, moi, on arrive à un premier défaut, je vais développer après, c'est que c'est une idée. C'est intriguant. C'est vrai qu'à Cannes, j'étais là, intéressant, monde ouvert, nanana. Dans les faits, c'est pas ma came, c'est pas mon style de jeu. De campagne, quoi. C'est pas ma philosophie de jeu. Je préfère un truc bête et méchant comme The Crew. Tu fais une mission, tu gagnes, tu passes à la suivante. Tu perds, tu recommences à l'infini. Mais pas ce truc où tu perds, du coup tu perds du temps, etc. Donc c'est une proposition, mais en tout cas, juste pour parler de ça, pour l'instant, moi c'est ma grosse déception du jeu. Surtout que tu t'attends, moi ce que j'aime bien dans les campagnes, et quand c'est bien fait, c'est qu'il y a une progression dans la campagne, c'est-à-dire ça augmente en difficulté, tu apprends avec le jeu. Oui. Là, le côté monde ouvert, moi ça me fait un peu peur sur l'apprentissage. Moi j'ai pas trop joué sur le monde ouvert, mais justement, toi, est-ce que tu as appris avec le jeu, tu as l'impression même en accélérant ou c'est un jeu en vrai vraiment où ça te force à faire une campagne complète à chaque fois, en quelque sorte, et en fait à recommencer. En fait, ça te force à perdre certainement et à recommencer, parce qu'en fait, le temps que tu apprennes à jouer au jeu, le temps que tu apprennes à jouer avec tes copains, c'est autant de temps que que le jeu passe à te punir, parce qu'en fait tu perds pendant ce temps-là. Quand tu perds, le jeu avance, et donc ton apprentissage il va pas forcément aussi vite que le jeu avance, et donc dès que tu as fait 22 missions, que tu les as gagnées ou perdues, en théorie la campagne est finie. Après, tu recommences une campagne. Cette fois-ci, tu as le petit côté roguelite, du coup, qui fait que tu connais le mieux le jeu. Tu es avec une table qui connaît mieux le jeu. Donc, tu sais quelle mission va être plus facile à faire. Donc, c'est un peu ça, en fait, moi, qui me plaît moins. C'est le fait que j'ai pas envie de faire une campagne et après de redevoir faire des campagnes, quoi. Ouais. C'est ça qui me déplaît, en fait. Une fois que tu as fini le jeu, tu as fini le jeu. Tu n'as pas envie d'y revenir, en général. Ouais. Moi j'étais hyper chauffé par ce jeu parce que après j'ai l'impression que est-ce que les meilleurs jeux c'est pas toujours des mélanges de deux mécaniques. Narak, on a eu la mode du deck building avec la pose d'ouvrier, et maintenant la pose de pli, la pose de tuiles et le jeu de pli. Et moi j'étais hyper excité par ça, mais en fait je trouvais que c'était trop cognitivement overwhelming, parce que déjà il faut prévoir quelle tuile va rentrer le mieux, et au final ça va. Je pensais, alors dans les parties que j'ai faites, ça allait, c'était pas si important que ça que gagner avec une certaine tuile, mais j'ai l'impression que j'espère que c'est le cas normalement, mais du coup le jeu de pli est pas non plus ultra passionnant, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de, ça tweak pas le jeu de pli, ça ne joue pas à changer le jeu de pli, ça change plutôt la spatialisation, donc c'est comme ça que ça va changer le jeu de pli. Et moi j'aime jouer à The Crew, c'est que des fois il faut changer la manière de jouer dans The Crew. Dans The Crew, il faut que notre manière de jouer au jeu de pli, elle se transforme pour jouer d'une manière différente selon ce qu'on nous demande. Et là, j'ai trouvé qu'il fallait faire attention juste comment on va agencer, comment on va gagner et qui a les bonnes tuiles en fait, sans le dire bien sûr. Donc, ce qui est aussi un peu compliqué parce que c'est encore la communication comme dans tout ce genre de jeu limité. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais les dernières parties que j'ai fait, mais en fait c'est trop alambiqué pour que ça m'intéresse au final. Et j'ai l'impression que ça tombait un peu à plat le jeu de pli. Et du coup, comme le jeu de pli était pas hyper passionnant pour moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Voilà.
Ouais, ça s'est levé énormément de choses intéressantes, en tout cas qui ont rebondi en moi. Le jeu de pli, effectivement, plus si on compare à The Crew, et même à la communauté de l'anneau, là, c'est vrai que c'est des jeux de pli qui n'ont pas pris de risque, attention, dans le sens où ils te demandent de faire une mission, et puis en fait, tu as toute la manche pour faire la mission. Là, déjà, on te dit, attention, tu as que 7 manches pour gagner. Donc déjà, tu as plus la notion de jeu de pli qui fait la fameuse notion où tu te débarrasses de certaines cartes, pour ensuite, comme ça, tu pourras couper plus tard, ou etc. Voilà, cette notion commence à disparaître. Donc en fait, c'est vrai que là, du coup, on perd énormément de jeux de pli. Et c'est vrai que quand on l'a fait tester la dernière fois, et en fait, les gens étaient là, c'est quand même plus un jeu de tuiles qu'un jeu de pli. Parce que effectivement, jeu de pli est un peu en support du jeu de tuiles, plus que l'inverse, quoi. Après, il y a le fait que les grosses cartes sont toujours les grosses tuiles. Donc effectivement, en fait, comme on a envie de recouvrir quand même le plateau, on a quand même plus souvent envie de gagner. En fait, ça va dans le sens du jeu de pli, mais du coup, tu perds sa saveur. Si tu avais mis que le 7 rouge, en fait, c'est une tuile de 1 sur 1, et que, oh là là, j'ai surtout pas envie de gagner avec le 7 rouge, là tu joues pas de la même manière. Là, tu pourrais avoir des contraintes de fou, etc. Donc, voilà, c'est plein de choses qui me sont venues comme ça, et que je me dis, effectivement, c'est pas trop un jeu de pli, plus un jeu de tuiles. Après, moi, j'aime beaucoup les jeux de tuiles, et je trouve ce jeu de tuiles plutôt sympathique. En coopération, d'essayer de... Alors, il faut avoir la visualisation, c'est ça le défaut, c'est que tu peux pas te permettre de prendre la tuile et la mettre, sinon les gens se disent, attends, là, t'es un peu en train de communiquer avec nous, voilà. T'as le 7, toi. c'est un peu le défaut de ça. Après, chacun le joue comme il veut, on peut aussi le jouer en parlant, il n'y a pas de souci avec ça, mais voilà, il y a tous ces petits trucs qui surgissent pendant qu'on joue et qu'on se dise, c'est quand même bizarre. Plus tout ce que j'ai dit avant, évidemment, moi je voulais mettre l'accent sur le côté campagne, voilà, qui est un peu déceptif. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? C'est équilibré bizarrement en fonction du nombre de joueurs. J'ai pas essayé à 2, évidemment il y a un bot. À 3 joueurs, il y a un quart du paquet qu'on joue pas. Donc si tu as absolument besoin d'une tuile et que tu l'as pas, tu l'as pas. À 4 joueurs, il y a toutes les cartes quasiment. Enfin, sauf une, c'est pas un truc comme ça, Ouais, sauf une ou deux, mais bon. Non, même pas. Il y a juste quelqu'un qui a moins de cartes que les autres. Ah oui. Je suis un peu perplexe sur comment ça a été développé. Il y a plein de trucs qui sont un peu bizarres quand même sur le développement. Voilà. Un peu un jeu très bac à sable aussi, parce que tu pourras aussi faire n'importe quel niveau à n'importe quel moment, mais tu vois, la dernière fois que je l'ai montré, j'étais là, mais je sais même pas quel niveau vous montrez en fait. Parce que... Voilà, si je sors Bombusters, je sais, je me dis, putain, je vais faire la mission 15, elle est marrante, etc. quoi. Là, effectivement, si tu fais pas la campagne, tu joues pas au jeu, quoi. Donc, voilà, tout ça qui m'a un peu déçu. Donc, une curiosité, j'ai apprécié jouer, mais ça va s'arrêter là. Moi, j'étais jaloux, presque, au début, parce que tu as joué à la campagne sans moi. Ah oui. Et donc, il y avait un côté de moi, je suis jaloux qu'il ait commencé la campagne. Après, on y a joué et au final, j'étais plus jaloux. Et du coup, ça va influencer ma note. Ah oui. Je vais mettre que 2. Parce qu'au final, en fait, j'ai pas envie d'y jouer. J'ai pas envie d'y revenir. Ça me passionne pas. Parce que je pense que moi, ce que j'aime bien, c'est le jeu de pli plus que le jeu de tuiles. Et comme le jeu de tuiles est plus présent que le jeu de pli, ça m'intéresse moins, donc je mettrai la note de 2. Mais encore une fois, les notes, ce sont les notes subjectives. Donc, Oui, et puis c'est histoire de résumer la vie. Donc moi aussi, je suis sur un 2 à cause de tout ce que j'ai dit. Et j'avais un dernier truc à dire, mais je l'ai oublié. Mais, est-ce que ça va me revenir ? Oui, j'ai pas spécialement envie d'y jouer là tout de suite. J'ai un peu... ça me revient pas. Et t'as pas l'impression, t'as pas l'impression que, en fait, c'est vraiment que il faut juste gagner les plis, laisser les gens gagner. Il y a pas un peu ce truc-là de... Oui, c'est ça. C'est aussi ce que je soulevais avec les grosses cartes sur les grosses tuiles. Il y a un peu un truc qui... Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a quand même des enveloppes qu'on ouvre, qui twistent un peu le jeu. C'est assez agréable de découvrir les secrets, et puis ça se joue vite aussi. Enfin, une manche en vrai qui se joue en 5 minutes, tu peux quand même faire une campagne en pas très longtemps non plus. Ça, c'est vrai. En 2 heures, tu peux faire une campagne, quoi. Bon, voilà, mais
voulais quand même mettre ça dans la balance, mais après, derrière, en fait, du coup, oui, on n'y joue plus, et puis ce jeu va aller faire d'autres horizons, se faire découvrir, j'espère. Bah, c'est oubliable. On finit avec le petit théâtre. Un autre jeu à campagne et un jeu qui fait un peu parler de lui, de Grisha Germain et Quentin Guidotti. Alors déjà, Quentin Guidotti, c'est le monsieur qui a écrit les Butterfly Effect. Ah. Donc voilà, ça m'a fait sourire de me dire ça. Je me dis, ah oui, c'est quelqu'un qui a envie d'insister sur l'écriture dans les jeux, et c'est pas pour me déplaire, moi j'aime beaucoup ça aussi. Et c'est le premier jeu de chez Kodama, la maison d'édition qui était avant Lumberjack. Alors j'ai pris la boîte de Trek 12 pour vous montrer que depuis toujours, en fait, ils faisaient quand même des boîtes avec du beau matos. Et dans Trek 12, Trek 12, Trek 12, je sais pas si vous savez, mais il y avait des boîtes à découvrir, etc. Voilà. Du matériel évolutif. Wow. Voilà, c'était ça, Lumberjacks. Et bah, Kodama, c'est toujours un peu ça. C'est une boîte qui s'ouvre comme un petit théâtre, avec des intercalaires, avec des petites enveloppes pour les niveaux. Et donc, il y a 12 niveaux, il y a 3 actes de 4 chapitres, comme dans un théâtre classique. On est dans du Molière, presque. J'ai oublié de mettre le petit ogre derrière nous. Il y a j'ai un petit ogre aussi, j'irai le chercher après. Là, c'est une princesse qui tombe amoureuse d'un orque, c'est une histoire complètement loufoque qu'on va découvrir au fil des niveaux, où évidemment le roi ne veut pas que sa fille épouse un ogre, et puis ils vont s'échapper, et puis les gardes vont aller partir à leur recherche, etc. Et ça se traduit par une succession de niveaux. Donc en fait, un chapitre, c'est un niveau. Donc il y a 12 niveaux, hein, je résume. Dans lequel en fait on a une mécanique qui permet de faire avancer l'histoire. Et donc la mécanique, c'est que en fait on pose des tuiles sur la table et grâce à des cartes actions, on va dire l'ogre mange le garde. Donc il y a toujours un sujet, un verbe et un complément. C'est bien pour les enfants, on révise le français. L'ogre mange le garde, et ben je prends la tuile de l'ogre et hop, je recouvre le garde avec. Ils étaient adjacents, donc c'est bon, et ça fait avancer l'histoire, et j'ai un truc à résoudre. Par exemple, je dois faire que l'ogre, il se rapproche de la princesse. Voilà, je dois résoudre une situation, quoi. Donc c'est ça, le petit théâtre. T'y as joué quand même un petit peu, mais pas entièrement. Oui, 2 fois. Moi, on l'a découvert à Cannes, comme j'ai dit en préambule. Moi, j'ai fait toute la boîte, et j'avoue que j'y jouais avec de l'appétit, je sais pas si ça se dit. J'ai cru que tu allais dire plaisir. Oui, en tout cas, dès que je finissais un niveau, j'avais envie de passer au suivant. Je pense que je l'ai fait en 2 sessions ou 3 sessions. Ça se joue en 2h, 2h30 si on fait tout d'affilée. Hein. C'est pas long. Entre chaque niveau, on lit du théâtre, on fait les voix, on trouve ça rigolo. Sinon, il y a un doubleur qui a fait les voix sur une application. C'est rigolo. Bon, je ne l'ai pas trop utilisé, mais... Parce que tu as envie de le faire toi-même. C'est ça, mais je trouve ça sympa aussi qu'on mélange les médias. Bon, pourquoi pas. Est-ce que toi, tu as un avis ou je donne que mon avis ? Non, alors moi, j'ai un avis rapide. J'ai fait qu'une première partie, ça m'a donné un aperçu du jeu. Moi, j'ai eu un petit problème de règles, juste de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'on n'est pas autorisé à faire sur cette partie-là. Et du coup, ça m'avait un peu perturbé. Et j'étais là, mais je comprends pas. Et c'est peut-être moi le problème à ce moment-là. Et après, j'avais pas envie d'y retourner. Voilà, mais c'est tout. Et du coup, je ne donnerai pas de notes. Ah. Vous êtes tous au courant. Ouais, moi, comme je dis, je l'ai fait avec beaucoup d'appétit et de plaisir. En revenant de Cannes, donc on a regardé tout à l'heure le 2 mars. C'était début mars, donc désolé, ça fait presque 3 mois que j'y ai joué. Je me souviens pas de ces petits trucs-là, mais à voir. Je me souviens pas. Ce que je me souviens, c'est que j'y ai joué à 2. J'ai essayé en solo, et j'ai trouvé ça très dur en solo. Par contre, à 2, j'ai trouvé ça relativement facile. C'est un jeu d'énigmes, en fait. C'est un jeu bien déguisé, mais c'est un petit jeu de... C'est un peu comme un smart game, quoi, tu vois. C'est un petit jeu où il faut résoudre la situation. C'est un jeu de puzzle, pardon, c'est pas d'énigmes, mais de puzzle. Où il faut que mes tuiles se rapprochent en jouant des cartes actions. Attention, il y a de la gestion de main. Je trouve qu'il y a vraiment une gestion de pas utiliser n'importe quelle carte à n'importe quel moment. Sinon, on peut se bloquer et on peut perdre. C'est pour ça que j'ai trouvé ça dur en solo, parce qu'en solo, on a moins de mains, effectivement, on n'a que 2 mains. Donc en fait, on a moins de cartes et donc on perd beaucoup plus facilement. C'est ce que j'ai trouvé. Après, une fois que j'ai fini le jeu, effectivement, ça fait déjà 3 mois, il m'en reste pas grand-chose. Ouais. Je vais pas le refaire.
Je l'ai prêté à Mickaël qui n'avait pas trop envie, mais donc il m'est revenu. Je peux te le prêter à quelqu'un d'autre, ou bien pareil, il va aller dans d'autres foyers. Mais tu vois, il m'en reste rien. Je me dis, ils vont pas sortir d'extension, ils vont peut-être sortir un jour une deuxième boîte, mais sûrement. Je trouve ils sont pas allés assez loin dans l'idée. Je trouve que je suis assez sensible au juste milieu dans les campagnes, dans les jeux à campagne, et je trouve que là, c'était trop anecdotique. Et j'avais besoin que... Peut-être 2 fois plus de contenu, tu vois. 2 fois plus de puzzles. Parce qu'au final, ça fait quoi, 12 puzzles ? C'est là qu'en fait, je me dis, ah ouais, c'est que 12 puzzles à résoudre. Bah, c'est pas assez, quoi. Et t'as ressenti une courbe de difficulté Non, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a vraiment, en fonction de l'histoire, des niveaux qui sont un peu fun, quoi. Ah, ok. Là, vraiment, ils ont quand même réussi à twister la plupart des niveaux avec une situation un peu particulière. On se souvient quand même, je me souviens quand même du niveau où un dragon nous poursuit, et donc ça fait avancer les tuiles de gauche à droite. Je me souviens de petits niveaux comme ça où le dragon dort, je me souviens que du dragon. On ne doit pas réveiller le dragon. Il y a plein de trucs comme ça, avec... il y a plein de personnages un peu loufoques qui arrivent. Non, il y a plein de trucs. Et je me souviens de certains niveaux un peu durs aussi, où on se prend un peu la tête, qu'on se dit « Attends, mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ce niveau ?» Mais pas assez. Ouais. Moi, j'avais bien l'idée de d'écrire presque, de faire des actions qui te dit qu'est-ce qui se passe comme au théâtre. Ça, c'est marrant. Mais peut-être pas comme moi je voulais dans ma tête comme jeu, mais voilà. Du coup, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit univers loufoque, j'ai dit jeu coopératif à campagne. C'est vrai, c'est coopératif. C'est vrai qu'on n'a pas dit que c'était coopératif. Ouais. Après, à voir avec des enfants, je sais pas pour combien ils le mettent. 8 ans. Oui, c'est rigolo. En plus, faire les voix et tout, c'est rigolo avec des enfants. J'avoue que ça, c'est un très bon jeu pour enfants. Ouais, je pense que... Accompagné, ouais. Et donc, du coup, ma note sera de 3. C'est une note relativement neutre. Parce que c'est pas dit que je saute pas dessus s'il y a une deuxième boîte. Par curiosité et par aussi FOMO. Bah oui. Mais... parce que j'y ai joué avec plaisir, mais voilà, quoi. On passe à autre chose. Et tu nous fais une conclusion pendant que je vais chercher l'ogre ? Ça marche. Alors... Pendant que Thierry va chercher l'ogre, qui ressemble sûrement à Shrek, parce que je pense que ça, globalement, c'est Shrek, l'histoire. Moi, la conclusion, c'est que likez nos vidéos, commentez, pensez à venir nous voir sur Twitch pour la fameuse tier list de Thierry qu'on attend tous les mois. Ah oui, non, l'ogre, il est marrant, en fait. Du coup, l'ogre va me remplacer. Voilà, l'ogre va remplacer. Donc, n'hésitez pas à liker l'ogre, qui est vachement bien. Et puis, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo où on parlera de nouveaux jeux. Il y a plein de sorties là qui arrivent, donc plein de jeux hyper attirants. Et donc là, on va jouer à un jeu très intéressant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petites boîtes derrière là. À bientôt. Au revoir l'ogre. Tu dis pas au revoir, toi. Au revoir. Bon, au revoir.